Il s'est déroulé il y a quelques jours à peine le tirage au sort de la plus grande des compétitions africaines, la Coupe d'Afrique des Nations. Une ambiance très colorée, très graphique, et ça m'a donné envie de savoir, si on questionnait le branding de cette compétition au fil des âges, que nous apprendrait-il sur le temps? Eh bien, je l'ai fait. L'origine de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à juin 1956, au moment où la création de la CAF est proposée durant le 3e congrès de la FIFA à Lisbonne par l'intermédiaire de l'Égyptien Abdelaziz Abdellah Salem, qui se vit refuser sa demande en raison du faible nombre de membres africains, dont 4. Celui-ci décide alors de quitter le congrès disant « Si nous ne sommes pas traités ici comme au même pied d'égalité, donc il est nulle question de notre présence parmi vous ». Il est accompagné par solidarité par le Soudanais Mohamed Abdelalim, ce qui pousse la FIFA à réagir favorablement à sa demande. Donc vous pouvez le comprendre, la CAN est au départ une sorte de mouvement de révolte. En termes d'éléments graphiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On parle quand même d'une époque où la télévision a à peine 30 ans. Le premier trophée qui porte le nom éponyme du tournoi, il est fait en bronze. Il est très massif, assez brut de décoffrage, vous en conviendrez. On ne peut pas analyser le design d'un élément d'époque avec le prisme d'aujourd'hui et sans le contexte qui y est associé. Ça n'aurait pas de sens. On va donc essayer de voir ce qui se faisait à l'époque. Le trophée de la Coupe du Monde à la même période est un peu plus raffiné déjà, avec un symbolisme plus pensé, celui de la déesse Nike, déesse de la victoire dont le célèbre équipementier Nike a repris le nom. En termes de matériaux, pour le trophée de la Coupe du Monde, on se serait attendu à de l'or, comme c'est le cas pour pratiquement tous les trophées majeurs aujourd'hui. Mais il s'agit en fait d'argent. Enrobé d'une fine couche d'or, on comprend aisément que le trophée de la CAN soit en bronze, étant donné que le président de l'époque, pour que la compétition voie le jour, a vraiment dû aller au forcing. Il n'y a que 3 équipes qui s'affrontaient dans la compétition à cette époque, la FIFA ne voulait pas en entendre parler. Voilà, on imagine que chaque franc que constituait le budget était une vraie conquête épique, donc le trophée reflète sans doute le peu d'investissement mis à l'époque sur le football africain. Sur le maillot, c'est très sobre, on n'a pas d'écusson d'équipe. Sur le devant, on a un ensemble très épuré dont une typographie imposante vient casser la dynamique, avec un gros numéro floqué dans le dos du joueur. On est vraiment dans l'utilitarisme. L'esthétique n'est clairement pas une préoccupation, ce qu'on comprend parfaitement étant donné le contexte. En 1968, on passe dans une autre dimension. C'est vrai qu'on est dans l'ère des indépendances. De plus en plus de fédérations africaines adhèrent à la FIFA et à la Confédération africaine de football. De facto, il y a des éliminatoires, plus de places et le tournoi grandit jusqu'à prendre 8 pays. Ça durera jusqu'en 1990. Les éléments de marketing nous en apprennent beaucoup sur une époque. Et au début du XXe siècle, la notion de branding va prendre tout son sens, essentiellement grâce aux avancées techniques. En effet, les progrès techniques, notamment dans le domaine de l'imprimerie, conduisent à la naissance du journal papier, qui va principalement être rentabilisé par la publicité. Ça permet de lire à plus de monde, en étant subventionné par la publicité, subventionné par toute une série de choses. Elle fait un journal moins cher, donc qui est plus accessible, donc elle élargit la démocratie. C'est de cette histoire de la publicité que naît chez les annonceurs la nécessité d'être reconnaissable vis-à-vis de la concurrence. Dans le cas contraire, ils feraient de la publicité à tous les commerçants du secteur et non plus à leur commerce spécifique. Suivant des précurseurs comme Coca-Cola, tout le monde commence à définir un logo pour sa marque. C'est ainsi que dans la seconde moitié du siècle, les fédérations constituées commencent à concevoir des écussons. On est dans des choses très illustratives, presque descriptives. Pour les léopards du Congo par exemple, vainqueur de l'édition de 1968, on est sur un léopard, un ballon de foot et le nom du pays. Il faut dire que jusqu'aujourd'hui, les emblèmes des fédérations sportives sont restés toujours dans ces traditions. Comme quoi, lorsqu'on fait un design, il faut préférer le sens aux tendances. Le football est un sport très populaire et très ancien. Il faut s'inscrire en droite ligne d'un héritage plutôt que bouleverser brutalement l'identité visuelle d'une équipe.
Les équipementiers vont se charger d'ajouter un aspect iconographique qui, lui, va pouvoir évoluer en suivant relativement la tendance. En gros, un branding commence à exister au niveau des équipes, mais l'institution même de la CAF est assez inexistante. Le logo n'apparaît jamais lors des retransmissions des matchs. À noter tout de même que c'est la façon de faire qui est admise à l'époque et aucun logo n'est retransmis dans aucun match, donc il n'est pas question de jeter la pierre sur la CAF. Il est très difficile de retrouver le premier logo de la CAF, mais a priori, il devrait ressembler à celui-ci. On est toujours dans la tendance descriptive, un ballon de foot, le continent africain. Et d'ailleurs, lui aussi ne va pas véritablement évoluer au niveau du symbolisme. On va juste le moderniser successivement, lui donner du volume, ce qui est la tendance au début des années 2000. Faire aussi un travail sur les couleurs. Cette époque pose les bases de la professionnalisation du tournoi et des équipes. Maintenant, il n'est plus question de faire de la figuration. Alors, les années 80 ont aussi été une décennie importante pour la CAN. On pense aux Lions indomptables. Pourquoi ça a été une période si marquante? C'est une période marquante parce que dans les années 70, les clubs camerounais sont bien structurés. Et ils commencent à briller dans les deux compétitions qui existent, la Coupe des vainqueurs de coupe, la Coupe des clubs champions. Alors on parle du Canon de Yaoundé, on parle du Tonnerre Yaoundé, l'Union de Douala. Si vous voulez, ils ne rassemblent que des joueurs internationaux. Et quand ils se rassemblent, ils ont une équipe nationale formidable, les Lions indomptables. Ils se qualifient en 1982 pour la Coupe du Monde en Espagne, où ils font grande impression. Dans la foulée, ils partent disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 84 et ils remportent pour la première fois ce trophée. Alors c'est aux dépens du Nigeria, 3-1. C'est le début d'une grande aventure, d'une grande histoire d'amour entre le Cameroun et la Coupe d'Afrique des Nations, qui a duré jusqu'en 2017, puisqu'ils ont remporté pas moins de 5 titres lors de cette compétition. L'époque de 1980 à 2000 est sportivement l'époque la plus déterminante qui a façonné la carte des nations de football sur le continent. C'est ici que va émerger les principales équipes qui vont s'installer dans la durée. Le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. C'est ici que le branding sur les équipes devient véritablement intéressant et accru parce que les équipementiers historiques vont se lier avec les formations. D'autant plus qu'on a les premières superstars mondiales en Afrique. On commence à voir les prémices de l'époque à venir et la CAF sort enfin de son trou. Elle devient plus visible en termes de branding. Cela est dû également au fait qu'on assiste au premier sponsoring officiel des tournois par les marques. Le branding s'institutionnalise, le marketing s'organise, mais visuellement parlant, on peut encore être sur notre faim. Un mot sur le trophée qui a déjà meilleure allure. L'ancien trophée a été offert à jamais au Ghana lorsqu'ils ont remporté la compétition pour la 3e fois en 1978. Le nouveau trophée, en argent avec des parties dorées, même si on est sur quelque chose de beaucoup plus raffiné que le précédent, reste quand même assez massif. Le trophée porte des lignes très strictes et prononcées qui renvoient à un tout très structuré. On sent bien l'influence esthétique d'une époque ancrée dans une logique industrielle. On dirait presque une pièce mécanique. D'ailleurs, plusieurs trophées majeurs à cette époque ressemblent à celui-là. L'ère industrielle, bien qu'en plein apogée, se dirige lentement vers sa fin. Mais elle va laisser des croyances et des habitudes qui vont difficilement disparaître. Revenons à aujourd'hui, donc la CAF, la Confédération africaine de football, vit une crise de transparence. Est-ce que les affaires de corruption n'entament pas la crédibilité de la CAN ? Bienvenue dans l'ère du football business. Ici, le branding enfin ne se fait plus désirer. L'argent est enfin en jeu. Et si l'argent est en jeu, c'est parce que les intérêts grandissants de la population s'intensifient et la tendance de superstarisation des joueurs africains au niveau mondial se confirme. On commence à travailler peu à peu l'esthétique des retransmissions télévisuelles qui vont connaître des améliorations fulgurantes. On va voir apparaître le logo de la CAF et faire mention des équipes, du temps de jeu, etc. Ça permet de soulever un point important.
Quand on parle de design, la dimension esthétique n'est pas prioritaire à la dimension fonctionnelle. Ces éléments d'amélioration de la retransmission télévisée ont vu le jour parce qu'il y avait des sponsors qui devaient contractuellement apparaître à l'écran. Il y a des plateformes en ligne de paris direct dont il est important de connaître le temps de jeu restant, le score en direct et tous ces éléments. Il y a donc un écosystème qui, en plus d'améliorer l'expérience du téléspectateur, va justifier l'investissement en termes de design. Nouveau millénaire, nouveau trophée mis en jeu. Le trophée de l'unité a rejoint sa dernière demeure au Cameroun après que le pays l'ait remporté pour la 3e fois en 2000. On sent effectivement que la CAF a passé un cap et est devenue beaucoup plus puissante. Elle mobilise des ressources intéressantes puisque cette fois, c'est le même designer qui a designé la Coupe du Monde qui va être responsable du design du nouveau trophée de la CAF. Symboliquement, c'est pareil. On ne recherche pas la métaphore trop poussée. On a du plaqué or, des ballons de football et le continent africain. Tout est mis dans le design. Délicat et épuré, on sent que c'est une coupe qui va se faire désirer. Elle symbolise parfaitement cette nouvelle époque de la CAN. Les équipementiers ne se lient plus seulement aux équipes, mais également aux joueurs. Cette époque, c'est la nôtre, et vous la connaissez sans doute mieux que moi. Si je devais faire un commentaire sur l'évolution, je dirais qu'un bon branding nous semble être possible que lorsqu'il y a du business, il va faire le lien entre le développement commercial et l'expérience utilisateur. Il faut une certaine maturité du marché, donc peut-être devons-nous parfois accepter que les choses ne se construisent pas en un jour.